Donc, bonjour à tous et merci beaucoup à chacun d'être là. Merci aux participants de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous organisons cet événement, cette visioconférence, dans le cadre de la semaine de sensibilisation aux désordres vestibulaires. À l'origine de cette initiative, c'est une idée de créer en France un grand événement annuel de sensibilisation aux désordres vestibulaires dans leur ensemble. Et donc, cette opération vise à faire mieux connaître à la fois les pathologies qui sont mal connues et mal comprises, et en même temps de communiquer sur les démarches thérapeutiques qui permettent de les prendre en charge. C'est ainsi aussi le moment pour nous de parler de recherches qui peuvent être entreprises pour faire avancer nos connaissances dans le domaine. Cet événement est coordonné par le groupe de recherche Vertige, dont le SNUP, le Syndicat national d'union des psychomotriciens, est membre collaborateur, enfin partenaire, et avec lequel nous promouvons un ensemble d'événements et aussi de recherches sur la question du vertige, des troubles et des troubles de l'équilibre. Et aujourd'hui, pour animer cet événement autour de la notion de ces troubles de l'équilibre et du vertige, plus auprès de l'adulte, parce que l'année dernière, nous avons fait une session qui était pour ces troubles quand ils concernaient des sujets enfants. Cette année, du coup, on s'intéresse plus à la question des adultes et en premier lieu, donc nous accueillons le docteur Mathieu Dupré, qui est neurologue à l'hôpital Saint-Luc-Saint-Joseph à Lyon et qui pourra nous parler du fonctionnement physiologique de l'appareil nerveux central et périphérique, des différentes pathologies et des traitements qu'on peut apporter aux patients qui souffrent de ces troubles. Bonjour à vous, merci d'être là. Bonjour, merci beaucoup. Donc là, je vais lancer mon partage d'écran. N'hésitez pas à m'interrompre si jamais il y a le moindre souci. Hop. Notamment avec le diaporama. Voilà, il est bien chargé, on le voit là. Alors on y va. Donc effectivement, je suis neurologue. On m'a demandé de m'occuper de cette session vertige. Donc je vais parler à la fois physiopathologie, du système vestibulaire périphérique, mais aussi central, et mettre bien entendu le point de vue neurologue dans cette présentation, qui va essentiellement constituer à faire la différence entre central et périphérique. C'est grossièrement le plan que nous allons suivre, quelques généralités, et on ne coupera pas à quelques rappels anatomiques. Je me ferai aussi du coup le porte-parole des ORL sur le plan physiopathologique du syndrome vestibulaire périphérique pour en venir à ma partie, la partie neurologique. Quelques généralités, donc le vertige c'est une définition précise. C'est une illusion de mouvement du patient ou de l'environnement, avec une notion de rotatoire ou de linéaire. Et du coup, théoriquement, c'est à distinguer de l'ataxie, qui est un trouble de l'équilibre au sens large, puisque l'ataxie, on en dénombre 3. Une vestibulaire qui a du coup de forts liens avec le vertige stricto sensu, une cérébelleuse qu'il va falloir que l'on développe, puisque c'est l'un des principaux diagnostics différentiels, même si la notion de vertige, comme défini plus haut, est un peu plus rare dans la dimension cérébelleuse, et une proprioceptive en lien avec une atteinte du système nerveux périphérique que je ne développerai pas. Je ne développerai pas non plus tout ce qui est vertige au sens large du terme pour la plupart de nos patients et qui ne rentre pas dans cette définition, tout ce qui est malaise d'hypothymie ou cause non organique et j'en passe. On en arrive à une grosse diapositive, du coup, les rappels anatomiques. Donc ici est synthétisé le système vestibulaire au sens large, système vestibulaire périphérique ORL, système vestibulaire central pour système nerveux central, neurologue. On part du coup du système vestibulaire périphérique avec l'épithélium neurosensoriel qui est situé au niveau de l'oreille interne, au niveau du labyrinthe et des macules. Et sur cet épithélium neurosensoriel, sur ces cellules, ces cellules ont quelques petits cils à leur surface. Et c'est ces petits cils qui baignent dans un liquide particulier qui vont être sensibles au mouvement de tête, que ce soit rotatoire, vertical ou linéaire. Et en fonction du mouvement des cils, va être transmis une information électriquement via le nerf vestibulaire jusqu'au système nerveux central pour l'impression de mouvement et tout ce qui est vestibulaire.
Système vestibulaire périphérique, ça se limite à l'oreille interne et au nerf vestibulaire, et on parle de centrale à partir de son entrée dans le tronc cérébral. Le nerf vestibulaire aboutit au noyau vestibulaire stricto sensu, et de là partent trois principales voies. La voie vestibulo-corticale, qui va donner l'impression consciente du mouvement et de l'orientation spatiale. La voie vestibulo-spinale, qui, elle, pour le coup, va être dédiée au maintien de la posture. Et la voie vestibulo-oculaire, qui va avoir un rôle dans la stabilisation du regard au sens large des deux yeux. J'en profite pour d'emblée vous parler d'une chose un peu importante pour comprendre après la pathologie, c'est que des systèmes vestibulaires, on en a deux, un droit et un gauche, et que en permanence, les systèmes vestibulaires, et notamment les neurones neurosensoriels, déchargent de l'information en continu, et c'est l'annulation de ces systèmes droit et gauche qui fait la situation d'équilibre. C'est relativement important puisque là maintenant on va développer le côté pathologique et le côté pathologique du système vestibulaire périphérique, et qu'en fait ça se comprend assez bien quand on a bien compris ça. C'est que la sémiologie vestibulaire périphérique sous-entend, dans les cas les plus simples, et on va rester simple, que l'un des deux systèmes est défectueux, le droit ou le gauche, et que du coup, comme je vous l'ai dit, de façon basale, les deux systèmes périphériques déchargent de l'information en continu. L'un étant défectueux, l'autre va continuer à décharger, et c'est cette décharge d'information qui va faire croire à l'organisme qu'il y a un mouvement. On va avoir l'illusion d'un mouvement, et tout part de là. Je vous ai repris les trois voies principales avec les codes couleurs. Prenons la voie vestibulo-corticale, cette sensation d'avoir consciemment les mouvements que l'on fait au fur et à mesure, avec cette illusion de mouvement induite par cette décharge continue du système vestibulaire sain. Le corps va avoir l'information qu'il y a un mouvement du côté sain. Et du coup, son réflexe va être d'essayer de le compenser. Et du coup, il va donner l'impression qu'il y a un mouvement du côté lésé. Et ça s'appelle le vertige. Sur le plan postural, c'est pareil. Le corps a l'impression qu'il y a un mouvement du côté sain puisqu'il continue à décharger, admettons, le côté gauche. Lui va essayer de compenser en poussant le corps à aller du côté droit, et ça donne l'ataxie vestibulaire. Cette déviation du côté lésé, majorée à la fermeture des yeux, c'est le signe de Romberg, et qui explique toutes les autres épreuves vestibulaires, les index ou le Fukuda. Sur le plan oculomoteur, c'est la même chose. Le signe oculomoteur du syndrome vestibulaire, c'est le nystagmus. J'espère qu'il parle à tout le monde. C'est un mouvement des yeux avec une phase lente et une phase rapide, ce qui définit un nystagmus à ressort. Et il s'explique aussi sur le plan physiopathologique par cette illusion de mouvement. En fait, le corps va encore une fois avoir l'impression qu'il y a un mouvement du côté sain, admettons du côté gauche, et du coup il va demander aux yeux de se déplacer de l'autre côté pour compenser. Ça, c'est la phase lente du nystagmus. Ça va être les yeux qui vont bouger tout doucement du côté lésé, du coup, c'est la phase lente. À un moment donné, le système oculomoteur va se rendre compte de son erreur et va le corriger. Phase rapide. Et du coup, ça, mis bout à bout, ça fait un nystagmus. La phase lente va du côté lésé, la phase rapide du côté sain. De façon conventionnelle et un peu bête, du coup, c'est la phase rapide qui définit, donc la phase physiologique, entre guillemets, qui définit le sens du nystagmus. C'est pour ça que le nystagmus vestibulaire est un ressort, phase lente, phase rapide, plutôt horizontal, horizonto-rotatoire, et il bat du côté sain. Une petite notion, tant qu'on y est sur le plan oculomoteur, c'est que ce nystagmus vestibulaire est atténué par la fixation oculaire. Pourquoi? Des systèmes de fixation oculaire, il y en a plusieurs. Les deux principaux, c'est le système vestibulaire, on en a parlé, et le second, c'est les systèmes centraux et notamment cérébelleux qui vont gérer les mouvements lents, notamment la poursuite. Et du coup, lorsque l'on fixe un objet, on met en jeu ces systèmes accessoires centrales, et du coup, ils prennent le relais du système vestibulaire défaillant, et ça atténue le nystagmus. Bien entendu, sur une cause ORL, quand on reste au réel pur, il peut y avoir des signes cochléaires qui sont orientants. On va essayer d'emblée la première vidéo. On va voir si ça marche. Je vous ai mis un nystagmus vestibulaire périphérique. Hop. Un nystagmus. Condition première visuelle dans le noir. Hop. Donc vous avez
Je vous le remets en distance horizontale, avec une phase lente qui va vers la gauche, la phase rapide qui va vers la droite. La partie médiale est ici. Et du coup, rapide ici, phase lente ici, le côté lésé est très probablement par là, sur ce nystagmus. On continue. Tant que j'y suis dans le domaine ORL, je vais vous parler d'un test que les ORL et les neurologues aiment bien et que vous avez déjà probablement entendu parler, c'est le head nipple test. Le head nipple test, il se base sur ce fameux réflexe vestibulo-oculaire qui va aider à la fixation oculaire. Le système vestibulaire, il aide au mouvement rapide de tête. Les mouvements, notamment quand on marche, la tête se balance de façon assez continue et de façon relativement rapide. Et ce réflexe va permettre que le système visuel reste stable, que l'œil ne suive pas la tête, auquel cas on ne verrait plus rien. C'est un système très rapide qui ne passe pas par le cortex, 3 neurones uniquement, et du coup avec une latence très faible. En pratique, pour tester ce réflexe, c'est relativement simple. Au lit du patient, on prend la tête du patient dans nos mains, on lui demande de fixer une cible fixe, le nez de l'examinateur le plus souvent, et on va faire un petit mouvement de tête, on va lui donner une impulsion brusque à la tête du patient, brusque et de faible amplitude. L'idée n'est pas de lui faire une dissection du pédé cervical, faible amplitude, de façon à avoir un mouvement vraiment très rapide et à ne tester que le réflexe vestibulo-oculaire, à passer sur une éventuelle compensation des systèmes plus lents sous commande centrale, si vous m'avez bien compris. Et du coup, sur un système vestibulaire sain, l'œil ne va pas perdre la fixation de votre nez. En revanche, sur un système vestibulaire défaillant, il va y avoir une perte de fixation et une saccade de refixation plus tard. Ça nous amène à notre seconde vidéo. Là, il ne passe rien. C'est une petite saccade de refixation. Vers la droite, il ne se passe rien. Vers la gauche, petite saccade de refixation. Tac, rapide, tac, saccade de refixation vers la gauche. Et pas vers la droite. Là, du coup, on peut supposer que le système vestibulaire gauche de cette patiente est défaillant. Maintenant qu'on a fini avec les rappels sur le plan système vestibulaire périphérique, j'en passe à ma partie à moi, la partie neurologique. Ce qu'on demande à un neurologue face à une symptomatologie vertigineuse, très souvent, c'est de faire la distinction entre périphérique et central, parce que vous imaginez bien que les enjeux diagnostiques et thérapeutiques et urgences ne sont pas les mêmes. Cette petite coupe relativement imbuvable du tronc cérébral, donc c'est une coupe au niveau de la bulbe du tronc cérébral, c'est représenté sur le petit schéma en haut à gauche. Et là, juste pour vous montrer la complexité et les rapports anatomiques du noyau vestibulaire central, dans ce petit bout de système nerveux central où passe bon nombre de voies, notamment les voies sensorielles, motrices. On y trouve aussi de nombreux noyaux de nerfs crâniens et un pédoncule cérébelleux. Tout ça pour vous dire qu'il faut bien tout l'examen neurologique, un examen neurologique rigoureux pour ces patients, de façon à ne pas passer à côté d'une atteinte associée. Parce que vous imaginez bien le noyau vestibulaire étant dans la partie très antérieure de cette coupe, qu'une lésion, quelle qu'elle soit, vasculaire, tumorale, inflammatoire ou autre, va très souvent déborder de l'atteinte vestibulaire centrale stricte. Du coup, en bon médecin et en bon professionnel de santé, un interrogatoire bien construit est nécessaire au tout début, notamment le mode d'installation, quelque chose de très brutal, va plutôt orienter vers du vasculaire. La durée des vertiges, ça c'est plus une dimension pour les ORL, pour les classer dans leur cadre syndromique, des facteurs déclenchants. Un gros traumatisme cervical orientera volontiers vers une problématique neurologique, à l'inverse de vertiges déclenchés au mouvement de tête, ça plutôt ORL. Le caractère rotatoire ou non,
Rotatoire abré, on l'a vu, ça correspond à la définition du vertige, plutôt ORL. Non rotatoire à type de tangage, c'est un petit drapeau rouge, des signes associés, on sera vigilant au céphalée, au cervicalgie, à la fièvre. La symptomatologie neurologique, on va la développer un peu plus loin. Les facteurs de risque cardiovasculaire, où là on pensera plus volontiers à un éventuel AVC, et le passé du patient. Si c'est un patient qui est connu vertigineux avec des vertiges identiques, on sera plutôt rassuré, ou neurologique, toute pathologie neurologie, à l'exemple d'une sclérose en plaques, qui sont bien entendu plus à risque de faire quelque chose de central. On a parlé du syndrome vestibulaire périphérique. Il existe le syndrome vestibulaire central. Ça, c'est uniquement lorsque la lésion vient toucher les voies vestibulaires centrales. Là, pour le coup, on va faire l'hypothèse que ça exclut toute atteinte anatomique adjacente. Classiquement, dans le syndrome vestibulaire central, on aura moins cette sensation de grand vertige vrai. Le nystagmus sera souvent au premier plan, mais alors là, complètement différent du nystagmus horizonto-rotatoire battant du côté sain. Un nystagmus qui sera dit central, il y en a des tonnes de nystagmus centraux. Il peut changer de direction au fur et à mesure, être disconjugué, c'est-à-dire battre de façon différente entre les deux yeux, et il ne sera pas inhibé par la fixation oculaire, parce que si vous m'avez bien suivi, là pour le coup, les mécanismes centraux seront atteints. Il n'y aura pas ce caractère harmonieux qu'a le système vestibulaire périphérique. On n'aura pas cette déviation du côté lésé aux épreuves statiques. Peu de signes cochléaires, c'est évident, et d'atteinte neurologique, on en a parlé. Un nystagmus central, ça ressemble à ça. Encore une fois, je vous ai dit, il y en a plein des nystagmus centraux. Je vous en fais un exemple. Vous allez voir, c'est bien différent du nystagmus vestibulaire. Voilà. Vers le haut, nystagmus vertical, et la face vente vers le bas, donc il part vers le haut. Hop. Nystagmus central, pour la petite histoire, qui peut se voir dans les 40 vitaminiques ou dans les atteintes cérébelleuses. On continue, je suis désolé, je reviens à chaque fois à ma diapositive. Hop, j'en étais là. Je vous en ai parlé, il faut un examen neurologique complet pour être bien sûr de ne passer à côté de rien. Je ne vais pas faire de vous des neurologues aujourd'hui, mais l'idée de ce topo, c'était également pour vous mettre dans la boucle des garde-fous, puisque les syndromes neurologiques peuvent survenir un peu plus tardivement qu'à la phase aiguë de la symptomatologie vertigineuse au sens large. Et du coup, en cas de drapeau rouge que vous pourriez voir chez des patients que vous voyez plus souvent que le corps médical, et ne pas hésiter à nous alerter. Du coup, signes de focalisation neurologique au sens large, ça passe par les déficits sensitivo-moteurs, notamment hémicorporels, des signes pyramidaux, de l'ataxie, notamment hémicorporelle, et puisque le noyau vestibulaire est situé dans le tronc, il faudra être vigilant aux atteintes des autres nerfs crâniens. Je ne peux pas résister à vous faire cette petite image pour illustrer les rapports anatomiques complexes du noyau vestibulaire. C'est un syndrome que les neurologues aiment bien, le syndrome de Wallenberg, qui en fait est lié à une atteinte typiquement vasculaire. C'est une artère qui vascularise cette zone-là du tronc cérébral. Je vous ai mis, c'est la même coupe que tout à l'heure, mais dessinée du tronc cérébral avec la zone qui est touchée lors de ce syndrome, qui prend donc le noyau vestibulaire, mais d'autres structures anatomiques. Et ce syndrome est un peu piégeux puisqu'il débute classiquement par un grand vertige rotatoire vrai, de façon étonnante, avec cependant plusieurs autres symptômes neurologiques associés qui nous mettent sur la piste de quelque chose de très central, puisque du côté de la lésion, on aura classiquement un syndrome cérébello-hémicorporel, une atteinte du sympathique sous la forme d'un Claude Bernard Horner associant ptosis, myosis et ophtalmie, une atteinte sensitive faciale par atteinte du noyau du trijumeau, une paralysie du voile du palais par atteinte du noyau ambigu. Du côté opposé à la lésion, là c'est par atteinte des voies thermoalgiques qui vont changer de côté dans la moelle, et du coup on aura une atteinte sensitive thermoalgique de l'autre côté de la lésion qui va épargner la face. Une petite diapositive sur le syndrome cérébelleux, puisque c'est un diagnostic différentiel assez classique d'une plainte vertigineuse ou ataxique au sens large, et que, en plus de cela, le cervelet, vous l'avez compris, a des rapports anatomiques très forts avec le système vestibulaire. Syndrome cérébelleux, je vous le rappelle, trois grandes catégories de symptômes. L'ataxie cérébelleuse, c'est la marche ébrieuse avec l'élargissement du polygone de sustentation et un rhombert qui, pour le coup, sera négatif à l'inverse de l'ataxie vestibulaire. Une note hypotone, l'exagération du ballon des bras à la marche, des réflexes ondulaires. La manœuvre de Stewart Holmes, c'est juste un bras de fer et puis on est assez vache, on va lâcher le bras du patient alors qu'il ne s'y attend pas.
et très souvent, il y a un petit coup dans la mâchoire. Et enfin, le trouble de la coordination motrice, ça c'est pour la partie du cervelet la plus élaborée, avec la dysmétrie, donc la cible est manquée lors de l'action, l'hypermétrie, la cible est dépassée. La synergie, ça c'est les difficultés à réaliser des mouvements successifs sur une action relativement simple, c'est par exemple ne pas décoller le talon lors de la position accroupie. La diatococinésie, les difficultés à faire des mouvements répétitifs alternatifs comme les marionnettes, et la dysarthrie, typiquement scandée, en lien avec une note, on peut dire, de dysmétrie ou d'hypermétrie dans les muscles oculomoteurs, les muscles phonatoires. Vous l'avez compris également, l'examen oculomoteur est relativement clé pour distinguer central et périphérique dans les problématiques vertigineuses avec des nystagmus totalement différents. Le nystagmus central, on en a parlé tout à l'heure. Bien entendu, on s'attachera à regarder également l'oculomotricité au sens large, avec une paralysie orientant vers une atteinte d'un autre nerf crânien. Et il y a une étude particulière qui est l'étude des saccades. Peut-être que ça, vous avez quand même moins l'habitude, c'est de faire regarder le patient d'un point à un autre relativement vite et relativement espacé. Ces mouvements rapides ont leur innervation propre et notamment centrale et peuvent apporter pas mal d'informations. Ici, alors je vous ai mis rapidement ce qu'on peut faire en enregistrement, que ce soit les ORL ou les neurologues relativement spécialisés. Ça, c'est un enregistrement VNG, vidéo-nystagmographie. Donc le patient a un bandeau sur les yeux qui enregistre les mouvements oculomoteurs et doit suivre un point sur cette épreuve. Là, pour le coup, le mouvement, le point, la direction, le chemin que doit suivre l'œil du patient est représenté par le trait vert, et le trait bleu, c'est le mouvement des yeux du patient. Et on voit d'emblée qu'il y a des petites dents de scie. Ça, c'est juste que ce patient a un nystagmus, avec la phase rapide, la phase lente, la phase rapide, la phase lente. Dès que le point change brutalement de côté, ça correspond à l'étude d'une saccade, et on voit qu'à chaque fois qu'on demande au patient de faire une saccade, l'œil va un peu trop loin. Il revient. Les saccades sont hypermétriques. C'est à rapprocher de l'hypermétrie segmentaire, par exemple. C'est aussi un signe cérébelleux, tout comme l'hypermétrie segmentaire à l'épreuve douanée, par exemple. Deuxième test que l'on peut faire, ça, les kinés vestibulaires en ont peut-être plus l'habitude, c'est le Video Head Dipole Test. Ça met en relief le test dont je vous ai parlé tout à l'heure, où il faut faire une impulsion brusque sur la tête du patient et voir s'il y a une saccade de refixation ou pas pour étudier le système vestibulaire périphérique. En noir foncé, c'est le mouvement que l'on impulse à la tête du patient, et en gris derrière, c'est le mouvement oculomoteur qui est également enregistré par un petit bandeau. Ça, c'est un patient sain où les deux courbes sont superposables. Et ça, ce sont des patients qui sont déficients vestibulaires des deux côtés, où l'on voit que le mouvement de la tête, pour le coup, n'est pas suivi, n'est pas de façon concomitante le mouvement oculaire qui vient après. Et ça, en fait, c'est la saccade de refixation que l'on voit cliniquement, et que là, on peut objectiver électrophysiologiquement. Voilà, je m'arrête là. Le terme thérapeutique, pour le coup, ça dépend foncièrement de la cause neurologique centrale. Je n'ai pas pu faire un catalogue des pathologies neurologiques centrales qui peuvent être impliquées dans l'atteinte vestibulaire centrale, inflammatoire générale vasculaire au sens large. Les messages principaux, c'est encore une fois faire de vous des garde-fous supplémentaires sur un éventuel drapeau rouge central à vos patients vertigineux, avec importance de l'interrogatoire. On est revenu sur la clinique vestibulaire périphérique, sur l'intérêt de l'examen oculomoteur, avec encore une fois un intérêt pronostique et diagnostic majeur, puisque une cause neurologique, effectivement, reste relativement urgente. J'espère avoir été relativement clair, et je suis bien entendu à votre disposition pour toute question à la fin. Merci beaucoup. Merci à vous, Mathieu. Merci beaucoup. Écoutez, en tout cas, c'était dense mais très clair. Et effectivement, voilà, cette question de pouvoir avoir des voyants qui s'allument et pouvoir questionner ou orienter un patient à retourner rapidement consulter ou à activer certaines chaînes de détection et de vigilance à avoir autour des pathologies qu'ils ont pu avoir ou qu'on verrait éventuellement se mettre en place. Voilà, nous on retient bien le cœur de cette présentation, parce que voilà, bien sûr, c'est des notions qu'on
maîtrise pas, mais auquel on peut mieux comprendre, déjà un ensemble de comptes rendus médicaux quand on a affaire à eux, quand il s'agit de pouvoir accueillir un patient et pouvoir mieux le guider après pour, et ben, retrouver une vie, on va dire, ajustée, dans lequel ils se sentent, dans un mieux-être suite à des événements médicaux, enfin voilà, de santé comme ça. Et bien sûr, voilà, rester hyper vigilant pour réorienter dès qu'on a une alerte, vers, les médecins. Merci beaucoup. Est-ce que Aurore, vous voulez en prendre la suite? On va y aller. Ouais. Aurore, alors du coup, Aurore Julliard, vous êtes psychomotricienne, diplômée d'État avec un diplôme international universitaire, de rééducation vestibulaire. Vous êtes présidente de la Société française de relaxation psychothérapique et vous intervenez aujourd'hui, pour nous parler des traitements et des suivis de patients avec des atteintes neurologiques, entre autres. Bonjour à tous. Alors, je vais commencer par partager mon écran. Je vais dire si c'est tout bon. On est bon? En tout cas, nous, on a bien le partage d'écran. Merci. Oui, alors effectivement, bon, je suis psychomotricienne et du coup, moi, à un moment donné, effectivement, dans mon expérience auprès des patients atteints de pathologies neurologiques, j'ai eu besoin d'aller un peu plus me former pour aller voir justement du côté ORL ce qui se passait. Et c'est bien ce que Mathieu vient de nous décrire, où j'avais besoin de comprendre globalement ce qui se passait pour les patients, quand notamment dans les bilans, voilà, j'observais bien ces nystagmus. Voilà, je voulais notamment essayer de pouvoir, pour moi, c'était important d'un peu plus percevoir en tout cas ce qui pouvait perturber les patients dans leur repère et comment derrière mieux orienter la prise en charge en équipe pluridisciplinaire. Et cette distinction centrale-périphérique est la base déjà de l'évaluation globale. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est de vous partager mon expérience de suivi psychomoteur des patients qui présentent des troubles de l'équilibre à l'hôpital, donc en service aigu, en court séjour du coup, avec l'intérêt voilà, l'importance de l'évaluation psychomotrice et en tout cas les points qui me paraissent primordiaux sur l'orientation d'un suivi psychomoteur dans cette temporalité-là qui est le court séjour hospitalier. Une première base qui me paraît primordiale, c'est déjà ne pas oublier que si on s'occupe de ces personnes qui présentent ces troubles de l'équilibre avec ou sans vertige, ce sont des patients qui ont perdu des repères et donc qui n'ont plus les mêmes repères que nous. Et je pense qu'il faut qu'on garde ça tout au long du suivi parce que les patients vont venir questionner quelque chose qui pour nous est complètement normal. Donc les vertiges ne sont pas tout le temps associés aux troubles de l'équilibre. En tout cas, il faut qu'on arrive à les repérer, à les identifier et surtout, je dirais, en psychomotricité, à essayer de comprendre ce que le patient peut vivre à ce moment-là. Donc l'équilibre, bon, ben, on l'a vu, c'est ce qui concerne le corps dans sa capacité à maintenir une posture immobile ou en mouvement, et les deux sont primordiaux. Il va falloir qu'en psychomotricité, potentiellement à un moment donné, on vienne explorer ce qui se passe dans le corps immobile, mais bien sûr qu'on aille assez vite, en plus j'en reparlerai tout à l'heure, mais dans la question du mouvement. Donc c'est une fonction psychomotrice, cet équilibre qui doit être évalué et travaillé dans notre pratique. Si on reprend notre décret de compétences, on retrouve cette notion d'équilibre, mais c'est assez intéressant de voir qu'elle n'est pas écrite telle qu'elle. Elle apparaît dans les actes de rééducation des troubles psychomoteurs et on parle d'activités d'équilibration proposées par le psychomotricien pour s'occuper de ces désordres psychomoteurs. Donc d'emblée, je trouve qu'on met un petit peu l'accent sur cette question de jouer avec cet équilibre et c'est bien tout ce que l'on va, entre autres, pouvoir essayer de faire. Ça, c'est un petit peu aussi pour rappeler que même si on va parler
principalement ce soir de l'équilibre. On a quand même des notions, des items psychomoteurs qu'on ne doit pas oublier qui rentrent en jeu, bien sûr, dans l'équilibre. L'enjeu ne va pas être uniquement de regarder l'équilibre du patient, mais beaucoup de choses interviennent dans cet équilibre. Donc, il va falloir qu'on regarde, qu'on observe sa posture pour essayer de voir au niveau tonique, dans son organisation tonique, qu'est-ce qui se passe. Bien sûr que la notion de représentation du corps va être primordiale, la question de la sensorialité du patient et ses émotions aussi, parce qu'il n'est pas rare d'avoir un patient qui va va pouvoir peut-être se présenter nous, ce qu'on va qualifier d'un trouble au niveau de l'équilibre, où il va être décrit comme ne réussissant plus à se lever. Et en fait, ça peut être aussi un blocage émotionnel, on le sait bien. Donc, toutes ces composantes, elles doivent, dans notre rencontre avec le patient, se penser à la fois en statique et dans le mouvement, dans la marche, mais pas que. Alors, dans la question de l'évaluation, pour moi, ce qui est important, ça va être dès la première rencontre. Tout à l'heure, je parlais de l'idée de jouer avec l'équilibre. Dès qu'on va rentrer dans la chambre du patient, bien sûr, on branche nos repères d'observation auprès du patient. Et là, ça va être important de regarder un peu le patient, comment il se présente à nous. Déjà, comment est-ce qu'il a réagi par rapport à notre entrée? Est-ce qu'il y a un repère visuel qui vient se poser sur nous ou pas? Comment est-ce qu'il visuellement il organise le repérage dans l'espace? Est-ce qu'il nous a repéré au niveau auditif? Au niveau tactile, comment ça se passe en tout cas? Que privilégie? Est-ce qu'on arrive à repérer dans ces premiers instants? Et je trouve que souvent oui. C'est-à-dire repérer ce que le patient privilégie pour ne pas s'effondrer justement. Parce que si on part du principe qu'il tient l'équilibre, et cette lutte-là, c'est pour éviter aussi de s'effondrer. Donc spontanément, qu'est-ce que le patient met en place en fait? Donc en observant sa posture, déjà, on a quand même quelques indications. Alors, je parle d'évaluation classique, c'est-à-dire on doit évaluer notre patient sur le plan statique, dynamique. En tout cas, comment le patient se repère, enfin, nous, repérer comment le patient s'organise, en tout cas pour tenir. Bien sûr que les tests cotés, pour moi, sont primordiaux parce qu'à la fois, ils vont nous donner un repère qui va être important dans le temps entre le début, le milieu et la fin de l'hospitalisation. Parce qu'on a beau se faire confiance, des fois, c'est quand même le chiffre d'un test qui potentiellement peut objectiver les choses. Et il ne faut pas négliger ça, même si je mets quand même une grande part sur tout l'aspect subjectif à prendre en compte, bien sûr, en psychomotricité. Mais cette objectivité, elle permet pour moi de mesurer l'évolution et elle permet aussi de transmettre à nos collègues. On a quand même beaucoup de tests qui peuvent être utilisés par plusieurs professionnels de l'équipe pluridisciplinaire. Je pense au Time Up and Go, l'échelle de Berle-Tinetti, des tests un peu classiques. On ne va pas tous les utiliser avec le même regard subjectif, c'est ce qui en fait la complémentarité. Mais par contre, objectivement, à un instant T, on va avoir le même score et ça, c'est quand même intéressant pour les discussions pluridisciplinaires. Cette évaluation aussi, elle peut nous surprendre aussi, l'évaluation cotée, je parle. C'est-à-dire que des fois, on a l'impression qu'un patient va être extrêmement déficitaire. Et en fait, c'est en le mettant en situation, on va repérer qu'il n'est finalement peut-être pas si en difficulté que ça. Et vice-versa, il peut y avoir aussi l'autre aspect. Donc les tests, là, je vais les citer de façon globale. Bien sûr, le Romberg, on parlait tout à l'heure avec le docteur Mathieu nous en parlait tout à l'heure. Le Fukuda, enfin voilà, qui sont des tests qui nous permettent justement de partir plus sur une histoire centrale ou une histoire périphérique, les échelles dont je vous ai parlé, et bien sûr en psychomotricité, tout ce que vont nous donner les autres évaluations, enfin l'évaluation des autres items. Donc
dans les représentations du corps, dans l'espace et le temps. Je parlerai d'autant plus de l'espace tout à l'heure, qui a pour moi un énorme impact, en tout cas à prendre en compte dans l'équilibre. Les tests de l'EGP, bien sûr, à prendre en compte. Cette histoire de l'espace, quand je la mets en lien avec la question de l'équilibre, c'est pas par rapport à la question du repérage ou de la structuration spatiale, mais plutôt comment le patient va appréhender l'espace. Je pense par exemple à l'espace antérieur du patient, qui va potentiellement être extrêmement source d'angoisse chez les patients qui ont chuté. Du coup, on va avoir des patients qui vont fuir cet espace antérieur, donc ils vont d'ailleurs se placer en rétropulsion tout au fond de leur siège, ils vont fuir tout cet espace. Geneviève, je pense, en parle mieux que moi encore. Et aussi, cette question du désinvestissement du bas du corps. Et à l'hôpital, on va la voir sur plusieurs petits signes, ce désinvestissement du bas du corps. Il faut être vigilant car des fois, on peut le renforcer. Par exemple, si les patients restent longtemps au lit avec les couvertures, quand on les recouvre toute la journée, ben, ils ne voient pas le bas de leur corps. Quand ils sont au fauteuil avec la table devant, ben, pareil, ils ne voient pas leurs jambes ni rien. Et le fait d'avoir ce repère visuel aussi sur le bas de son corps, c'est un élément important à ne pas négliger pour l'appréhension de l'équilibre au sens large. Voilà pour l'évaluation. Et encore un peu dans cette idée d'évaluation aussi, la question de la rencontre. Ça, on sait à quel point cet aspect relationnel est important pour nous, psychomotriciens, pour comprendre aussi un petit peu ce qui se passe. Déjà, toujours se demander, est-ce qu'on est sur quelque chose d'aigu ou quelque chose de chronique quand on a une problématique d'équilibre? Je prends souvent l'exemple des fois des prescriptions médicales qu'on peut recevoir d'un patient où il faut vite le remettre à la marche. Et en fait, en discutant un petit peu avec lui, ben, on se rend compte qu'en fait, ça fait des mois qu'il ne marche plus. Donc bon, la temporalité, du coup, est remise potentiellement en question. Par rapport à un patient, on ne va pas du tout l'appréhender de la même façon. Je pense récemment, par exemple, on a eu un patient qui était... on pourrait mettre dans les catégories d'hyperactifs, chef d'entreprise, il était ultra trailer. Voilà, on avait tout un contexte où on imaginait bien quelque chose de très, très dynamique dans son quotidien qui ne s'arrêtait jamais. Et boum, il y a eu un incident neurologique. Mais cette question du mouvement et du besoin de bouger fait partie de lui. Et donc, dès le début, on le sentait bien dans sa façon de se décrire et de vivre son hospitalisation. Donc au début, eh ben, l'intérêt n'a pas été de le mettre justement dans l'opposition. Il y a certains de mes collègues pouvaient dire ah ben c'est chouette, tu vas le voir, ça va le calmer un petit peu. Ben non, si je jouais trop sur l'opposé, justement quelque part je me le serais mis à dos. Et au contraire, il fallait un petit peu être dans le même rythme que lui dans le démarrage. Et pour ensuite, finalement, après plusieurs jours d'hospitalisation, pouvoir lui permettre de se poser, de comprendre un peu ce qui allait se passer. Aussi, dans la rencontre, pour essayer de comprendre ce qui se joue pour le patient qui a un trouble de l'équilibre, moi, je trouve intéressant d'essayer d'interroger ou de comprendre pour le patient ce que représente pour lui le fait d'être assis, le fait d'être debout, le fait de marcher, le fait de courir. Voilà, venir le questionner ou essayer d'appréhender un petit peu les différentes positions pour lui. Qu'est-ce que ça représente en fait? Parce qu'il y a des patients qui vont vous dire que pour eux, ça n'a strictement aucun intérêt de se mettre debout. Et au contraire, pour certains, debout, ça représente la vie. Donc voilà, toujours d'essayer de questionner leur propre représentation. Jamais oublier évidemment que le patient n'est pas dans la même temporalité que nous. Il vient de subir quelque chose. Nous, des fois, on a un temps d'avance par rapport à ce que l'on a compris potentiellement de ce qui lui arrive. Et lui, il va arriver avec un petit temps de décalage.
être attentif aussi à notre posture à ses côtés, et ça doit faire partie de l'évaluation. Je reprends l'exemple du patient shooter. Si on se met en face de lui, cet antérieur dont je vous parlais tout à l'heure, qui est source d'angoisse, si on se positionne en face de lui, potentiellement, il peut d'emblée être rassuré, et on peut observer un redressement face à nous, qui sera signe justement qu'il y a quelque chose qui se passe dans cet espace entre lui et nous. Et ça, je trouve que dans les premières rencontres avec le patient, il faut qu'on vienne explorer ces différentes postures que l'on va avoir avec eux. Donc, un coup, se mettre devant lui, un coup, se mettre d'un côté, se mettre de l'autre, voir comment il y a quelque chose qui se joue pour lui dans notre façon, nous, de bouger dans l'espace autour de lui. Donc ça, c'est des petites choses que l'on va observer, mais volontairement, en tout cas, induire par rapport à notre posture, par rapport au patient. Et toujours, évidemment, observer où est-ce qu'il met son regard. Qu'est-ce qu'il observe? Est-ce qu'il nous regarde nous? Est-ce qu'il regarde son corps? Ça aussi, ça va nous renseigner sur ses propres repères. Il n'y a pas si longtemps, je discutais avec des collègues aussi quand un patient marche. Des fois, on entend souvent, mais regardez pas vos pieds, regardez pas vos pieds. Mais si le patient il regarde ses pieds, c'est qu'il a besoin de regarder ses pieds à ce moment-là. Ça lui sert quand même de repère. Donc, si on lui enlève ce repère, ça peut être aussi problématique. Donc, c'est pas forcément mauvais qu'un patient regarde ses pieds. Il faut pas tout le temps l'amener à regarder devant parce que le devant peut-être est très angoissant pour lui. Donc, tout doit se mesurer. Hop là, pardon. Je crois que j'ai fait. La question du suivi maintenant. La question du suivi psychomoteur. À l'hôpital, en tout cas dans les services somatiques aigus dans lesquels je peux travailler, lorsqu'on a repéré en tout cas la difficulté, on est dans un séjour court, une temporalité courte, donc c'est extrêmement important de faire des choix sur qu'est-ce que l'on va travailler en premier, parce qu'on ne va pas pouvoir tout travailler et peut-être que ce ne sera pas l'équilibre à proprement parler que l'on va travailler en premier, mais ce que l'on va travailler pourra contribuer à l'équilibre. Mais si par exemple un patient n'a pas conscience, dans les cas des lésions cérébrales comme des AVC ou des tumeurs, n'a pas conscience d'une partie de son corps, ce sera peut-être en tout cas une meilleure base de travailler autour de la notion de schéma corporel que de l'équilibre d'emblée. Bien sûr, toujours l'idée de passer par notre corps qui peut être aussi support d'une intégration au patient. C'est peut-être en faisant sur nous aussi, en laissant faire le patient sur nous, que le patient pourra accéder derrière à son propre corps. Garder l'idée de réussir à transformer cette lutte dont je parlais. On ne s'en rend pas compte tous les jours, évidemment, quand on se lève, que tenir l'équilibre, c'est une lutte. Mais en tout cas, pour le patient qui a un trouble de l'équilibre, c'est une lutte à ce moment-là. Et nous, il faut qu'on arrive à le transformer en jeu. C'est-à-dire que lui, ce soit une source, qu'il le pense toujours en termes d'exercice, de choses à effectuer. Il faut que j'arrive à faire, il faut que j'arrive à l'escalier aujourd'hui, il faut que je monte un étage. C'est aussi extrêmement éprouvant, alors que si on arrive à transformer ça voilà, peut-être aujourd'hui, si on se faisait une petite danse, voilà, je prends des exemples variés, si on jouait au foot plutôt aujourd'hui, transformer cette histoire d'équilibre en jeu, changer la notion, la demande d'exercice en jeu, ça change complètement le rapport, mais je pense que les psychomotriciens sont assez convaincus par cette idée-là de façon générale. Aussi, je dirais, avec la population adulte et presque encore plus avec les personnes âgées, privilégier, je dirais, l'intuitif ou l'implicite. Je parle souvent d'implicite. Intuitif, c'est toujours un peu difficile à saisir, mais les patients qui, par exemple, ont des troubles neurodégénératifs, neurocognitifs au sens large,
ça ne va pas être en leur expliquant comment faire que ça va fonctionner. Et du coup, là, on est vraiment dans le ressenti. Et il faut d'autant plus leur faire confiance parce que eux, c'est bien ce qui fonctionne, cet implicite-là. Et, et tenter par les moyens qu'on peut avoir, les différents outils qu'on a, de venir mettre en avant cet implicite. C'est-à-dire de ne pas passer par, ben voilà, faut se tenir droit, faut regarder devant, faut avancer un pied. Non, de plus, jouer sur les rapports de poids du corps, l'imitation en face à face, mais sans être dans la description qui n'aura pas de sens en plus pour eux à ce moment-là. Mais vraiment, et là, alors, j'y pense un peu plus, d'autant plus cette semaine parce que je travaille avec la notion de tango, donc je danse beaucoup cette semaine et au travers du tango et de cette rythmique de la danse, eh ben, on a complètement ce travail intuitif des rapports au corps avec le patient et c'est ça qui va être aussi potentiellement intéressant dans notre pratique. Donc des outils, on en a plein. On pourrait tous les citer, je ne pense pas qu'il y en ait un meilleur qu'un autre. Que ce soit la relaxation, que ce soit la balnéo quand on peut, enfin l'eau au sens large. Dans tous les cas, il y a effectivement une histoire d'appui à travailler, il y a une histoire d'axe et il y a une histoire d'espace. Voilà, je dirais il y a quand même ces trois-là qui vont correspondre et peu importe la façon dont on va le mettre au travail, il y a des choses effectivement qui peuvent un peu mieux fonctionner que d'autres. Euh, mais en ayant ça en tête et en le mettant en avant, c'est ce qui me paraît primordial. Toujours dans le suivi, donc l'importance du regard, je l'ai dit tout à l'heure, sur le corps, sur l'espace, l'importance du senti, amener le patient à sentir ce qui se passe dans son corps et l'amener à explorer, à l'enrichir, ce ressenti en regardant son corps, en venant toucher, en venant s'appuyer sur un pied, sur l'autre. Même les patients qui ne peuvent plus se mettre debout, et ben voilà, en jonglant ce que je suis en train de faire là sur mon fauteuil, d'ailleurs, je passe d'un poids du corps d'un côté à l'autre, je peux avancer petit à petit dans mon fauteuil, mais juste en étant sur des petites danses comme ça. Et même un patient qui reste assis, qui n'a plus potentiellement, en tout cas à ce moment-là, la capacité de se mettre debout, il peut se mettre en mouvement. Et cette question du mouvement, par contre, elle est primordiale. Il faut qu'on aille la chercher, cette question du mouvement. Il ne faut pas qu'on laisse un patient, enfin le moins possible en tout cas, un patient immobile. Et ça, on le sait bien maintenant. Et l'importance du vécu, bah parce que voilà, il y a des émotions, il y a des choses qui se jouent dans ce qu'on est en train de proposer aux patients. Donc voilà, et tenter en tout cas de l'amener à symboliser d'une façon ou d'une autre, mais pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe pour lui. Explorer toutes les étapes. Il y a une étape qu'il ne faut pas négliger quand on commence à essayer de mettre un patient debout. Alors, lève-toi et marche, hein, ça n'a jamais fonctionné, on est bien d'accord. Mais une fois qu'on est debout, si on dit qu'avec un patient, une fois qu'on y est, ça y est, on est en face à face ou côte à côte, et qu'on se met à marcher, il y a une étape à pas négliger, c'est le fait de se rasseoir. Je voulais en parler un tout petit peu parce que souvent on néglige, on dit ça y est, il est debout, ça y est, il marche, c'est super. Et si un patient n'a pas retravaillé le fait de s'asseoir, et ben là on est quand même un peu dans la panade, peu importe la pathologie. Et là, il y a d'énormes mouvements, notamment d'ouverture, quand un patient se retrouve face à sa chaise. Bah, s'il ne sait pas se retourner, c'est là que potentiellement on va avoir la chute alors qu'il n'a jamais été aussi près de la chaise. Et donc des mouvements d'ouverture aussi du haut du corps, on sait, ouverture vers la droite, alors il y a beaucoup de mouvements dansés aussi comme ça, vont permettre aux patients, si on les a travaillés, d'assez naturellement, au moment où il veut se rasseoir, de venir le faire naturellement. Et donc il ne faut pas juste négliger aussi cette étape-là. Travailler les dissociations dans le suivi. Les dissociations des ceintures, bien sûr, on sait à quel point le bassin, et c'est très culturel, est bloqué chez l'adulte et encore plus potentiellement chez la personne âgée. Donc travailler.
on peut le faire même dès que le patient est au lit. Tout ça, on peut le travailler même en étant sur des positions allongées, hein, d'aller chercher des amplitudes à droite, à gauche, mais travailler cette notion de dissociation pour que le patient réexplore aussi le fait de se tourner d'un côté ou d'un autre de l'espace. Et j'ai noté pourquoi marcher, parce que dans le sens où, pourquoi ce terme-là, en fait, marche. Et des fois, c'est vraiment le terme qui angoisse les patients. Moi, ça m'est arrivé une fois, mais à qui un patient n'avait pas arrêté de dire: ah, mais super, la psychomote va venir, vous allez remarcher. Et quand je suis arrivée, il m'a hurlé dessus en me demandant de sortir de la chambre, euh, parce qu'en fait, il angoissait énormément à cette idée de marcher. Donc, ne savait pas du tout ce que c'était qu'une psychomote, mais on lui avait dit: psychomote, elle va t'aider à marcher. Donc, ça allait pas. Et, en fait, c'est quand je lui ai dit que non, je ne le ferai pas marcher, et qu'au contraire, je lui ai dit: on va plutôt danser. Moi, je préfère danser que marcher. Et, en fait, c'est ce qui a fonctionné, quoi. Donc voilà, le terme marcher, des fois, il ne faut pas oublier que juste en lui-même, il peut faire peur. Pour finir, il y a quand même une notion qu'il ne faut pas négliger à l'hôpital, et enfin partout, hein, pas qu'à l'hôpital, mais c'est là où je travaille, donc forcément j'y pense en premier lieu, c'est la notion de transdisciplinarité. Tous les acteurs, du début à la fin de la prise en charge, contribuent à l'équilibre. Celui qui va parler de ses difficultés quand le patient arrive aux urgences, qui va lui dire: bah, vous avez ça, 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 ou qui va lui parler de ses capacités, celui qui va lui annoncer le diagnostic, tout ça, ça va avoir un impact aussi sur l'équilibre du patient. Quand on lui dit: bah voilà, enfin, la façon en tout cas dont ça peut être annoncé, et plus on va communiquer tous ensemble, plus on va donner notre avis, dire: voilà ce qui s'est passé là aujourd'hui, où il y a une aide-soignante qui va nous dire: ah bah ça s'est très très bien passé aujourd'hui, la toilette, parce que bah, du coup j'avais mis une petite musique, et puis finalement ça l'accompagnait. Ben, c'est en ayant tous ces petits indices-là qu'on va arriver justement à une action pluridisciplinaire et coordonnée qui va permettre aux patients de retrouver cette bonne dynamique de mouvement, et d'améliorer en tout cas, l'accompagner en tout cas au mieux pour qu'il quitte le milieu hospitalier. Donc pour moi, ça c'est quand même primordial. Donc de réfléchir en équipe et de transmettre en équipe. Pour conclure, je dirais juste que voilà, l'idée est de trouver une porte d'entrée, en tout cas un nouvel équilibre pour le patient, celui qui est mis à mal. Il faut essayer de contourner potentiellement cette difficulté-là et retrouver justement un équilibre. Pour moi, en tout cas sur le plan psychomoteur, ça va être au niveau de son tonus, au niveau proprioceptif et dans le mouvement. Voilà, je m'arrêterai là, je vous remercie. Merci Aurore. Écoutez, merci beaucoup de cette intervention et de tout cet apport qui nous permet de vraiment plonger au plus près de notre pratique en hôpital et dans la rencontre avec les patients, quels que soient les troubles pour lesquels ils sont voilà, dans cette situation, d'avoir de pouvoir construire cette rencontre et cette première entrée en matière, en tout cas dans le travail en psychomotricité. C'est vrai qu'en plus, votre intervention, je pense qu'elle va beaucoup résonner avec tous les éléments que Geneviève peut nous apporter. Moi, j'avais plusieurs petits points d'étape avant de donner la parole à Geneviève. C'est vrai que cette notion de créativité, en tout cas de retrouver du jeu, je pense que ça fait appel à nous, notre propre créativité dans la rencontre, en fait. C'est là où on va pouvoir chercher là où il y a du plaisir pour le patient et y donner un certain sens, une certaine forme, et y donner du coup la forme d'un jeu, et que c'est toute une forme de savoir-faire et de savoir-être qu'on développe notamment en formation initiale pour aller développer ces compétences de construire cette interaction-là dans ce sens-là. Et puis, moi j'entends beaucoup dans votre intervention la question de redonner du sens au mouvement, redonner du sens aussi à l'envie en fait. C'est-à-dire, enfin en tout cas de donner de l'envie, c'est-à-dire
oui, marcher, mais pourquoi faire? À un moment, parfois, on s'adresse à des personnes qui ont déjà perdu, ou sont en train de perdre et nous, notre travail, moi, j'appelle ça un peu notre fonction de soutènement, en fait. C'est-à-dire de venir vraiment, comme si on allait rebâtir avec eux un plancher par en dessous, on va dire, de leur façon d'être, de là où ils en sont, pour, les empêcher de descendre encore plus bas et de perdre l'envie, de perdre le sens des choses et de la vie face à ce à quoi ils ont dû affronter. Donc, voilà mes petits points. J'ai pas de retour dans le chat ou dans les questions-réponses, mais en tout cas, voilà, merci aux participants. Vous êtes presque une cinquantaine à nous suivre. Merci à vous d'être là. N'hésitez pas à nous interpeller par écrit. Et Geneviève, je vais vous passer la parole du coup. Geneviève Ponton, vous êtes psychomotricienne et animatrice de travail corporel. On peut retrouver, un ensemble de travaux que vous avez développés, vos publications, votre cadre de travail, sur le site des ateliers du Camier. Voilà, que j'engage, les collègues à consulter également et on est ravis de vous accueillir aujourd'hui, pour cet événement autour de la Semaine internationale des troubles de l'équilibre et du vertige. Mais sachez qu'on vous entend pas, hein, Geneviève. Le micro est encore fermé. Donc, Ah ça ouais, y est. monsieur. Bon, mais merci aussi de nous donner la possibilité de partager nos chemins. Voilà, je suis contente d'être avec vous. Alors, je trouve génial d'arriver en troisième position parce que aussi j'ai eu le plaisir de vous écouter et je trouve que c'est vraiment super qu'on ait entendu la parole du neurologue, qu'on ait entendu la parole du psychomote. Moi, je vais m'inscrire aussi dans le prolongement de ce qu'a dit, puisque je fais le même métier qui est celui de psychomotricienne. Ce que j'avais appris dans mes études il y a 43 ans maintenant, je fais partie des dinosaures de la profession, c'était que ce qui différenciait un trouble psychomoteur d'un trouble neurologique, c'est que le trouble psychomoteur était associé à un trouble neurologique. Et ce que j'ai trouvé intéressant, Aurore, c'est justement de donner la dimension psychomotrice qui va du coup élargir le trouble neurologique, c'est-à-dire comment ce trouble il va être vécu de manière singulière par cette personne. Et en effet, nous, on va avoir besoin de la lecture du neurologue et merci de cette construction bien différenciée entre ce qui est central, ce qui est périphérique, ce qui nous permet aussi d'avoir l'appui d'un diagnostic qui va orienter notre travail. Mais en effet, ce qui va être nous dans notre comment dire, chemin, ça va être de créer du jeu, mais dans les deux sens du mot jeu, c'est-à-dire retrouver dans ce qui s'était fixé quelque chose qui va à nouveau commencer à créer un mouvement. Et ce jeu-là aussi, et là je te rejoins complètement, c'est aussi cette réalité qui fait que l'investissement émotionnel de la personne dans ce qu'elle va donner dans cette rencontre avec le psychomotricien, son investissement va la soigner. C'est cet engagement dans ce transfert et ce contre-transfert, comme disait Freud, hein, mais ce comment elle va se donner à ce qu'elle fait et que c'est ça qui va être thérapeutique. Autrement dit, dans ce dialogue et cet ajustement entre le psychomotricien et le patient, au fond, on ne sait pas, nous, au départ, ce qui va le soigner. On a besoin de ce diagnostic pour identifier la nature du trouble, mais c'est cet investissement dans la personne, dans sa totalité, qui va en effet euh, lui donner du jeu dans tous les sens du mot. Alors moi, dans mon chemin, je suis aujourd'hui de la petite enfance à la fin de la vie. Ça fait 43 ans que je bosse. J'ai commencé en crèche. Cela, j'ai passé ma journée avec une équipe de soins palliatifs.
et je ne cesse de faire le pont entre les deux. Bon, j'ai un nom prédestiné aussi, peut-être qui m'y pousse, mais je m'émerveille sans cesse de la continuité du vivant, en fait. Et pour essayer de vous parler de la place où je suis aujourd'hui, bon, en fait, je vais euh, partir de cette continuité entre le tout petit enfant, comment l'équilibre se construit quand il est petit, comment, en fait, puisqu'aujourd'hui, je travaille en crèche avec des professionnels de crèche, mais je travaille aussi avec des personnes âgées qui chutent. Et ça fait presque 35 ans que je fais ça. J'ai bossé dans un premier temps dans un milieu hospitalier. Et quand je me suis retrouvée avec des gens âgés, je me suis dit, mais en fait, bossant en crèche, je me suis rendu compte qu'au fond, la problématique était la même. C'était s'extraire du sol et en tout cas, ne pas craindre de tomber. Puisqu'en fait, un enfant, il n'a pas peur de tomber. Il joue à tomber même. Pour lui, c'est extrêmement jouissif de tomber et de ne pas se faire mal. La question chez le sujet âgé, ça va être de ne pas tomber, mais c'est surtout le gros problème, c'est de se relever. Parce qu'en fait, si on savait que en tombant, on pouvait se relever, on n'aurait pas peur de tomber. L'enjeu de la chute, l'enjeu de l'équilibre, c'est pas se relever ou se faire mal. Donc en fait, là, je travaille dans le cadre d'un atelier de prévention de chute avec des gens dont la moyenne d'âge maintenant, elle est la moyenne quand je suis arrivée en gériatrie il y a 40 ans, je travaillais avec des gens dont la moyenne d'âge c'était 83 ans. Maintenant, les gens avec lesquels je travaille, c'est 89 ans. C'est-à-dire que les gens que je vois aujourd'hui du domicile, bah, ils sont hyper âgés. Là, il y en a un qui est en train de m'appeler, qui est mon voisin, qui a 97 ans et qui est chez lui. Voilà, il va attendre que j'ai fini de travailler avec vous pour que je lui réponde. Mais vous voyez, ça veut dire que la longévité, c'est pas que des mots. Donc, on se retrouve avec des gens aujourd'hui très, très, très âgés qui vivent chez eux et l'enjeu, c'est qu'ils puissent y rester. Voilà, ça c'est mon grand deal. Donc la question de l'équilibre, ben, en effet, il faut que les psychomotes se mettent à bosser ce sujet de l'équilibre et notamment de la prévention des chutes. Alors, je vais vous faire, parce que je sais que c'est à la mode les images, mais j'aurai moins de mots que mes deux collègues, mais je vais vous mettre des images. Je vais partager mon écran. Hop, donc autant que vous ne regardez pas le bazar de mon bureau. Hop, et hop, voilà. Alors, hop, si je me mets en plein écran, je vais juste vous donner quelques petits trucs. Voilà, c'est bon, vous voyez, bon, vous avez en bas les ateliers du Camisalier, c'est l'association dans laquelle je travaille. Vous pouvez télécharger sur le site des articles et des choses comme ça, mais notamment, il y en a un que je viens de mettre là récemment qui s'appelle un article sur le bassin. Je vous ai sorti quelques illustrations de cet article. Alors en fait, pour moi, l'équilibre, il commence il y a 3 millions d'années. Et la question centrale d'un marché, c'est de se tenir debout. Et au fond, si on regarde ce sinomorphe à gauche et si on regarde cet être humain que nous sommes à droite, on voit que les courbures vertébrales ont complètement, considérablement changé, que le bassin a changé de forme et que la tête, en fait, au lieu d'être accrochée à l'extrémité de la colonne, vient s'appuyer sur la colonne. Donc, en effet, cette idée de soutènement, elle est intéressante parce que comment on se porte, mais on porte sa tête, mais comment on porte aussi sa colonne dans son bassin et comment on porte son équilibre dans ses pieds. Autrement dit, quand on pense soutènement, ce que je trouve très intéressant comme mot, c'est comment on tient par-dessous. C'est le sol qui nous porte, mais c'est les pieds qui portent le bassin, et c'est le bassin qui porte la colonne, et c'est la colonne qui porte la tête. Autrement dit, entre le sinomorphe et nous, il y a 3 millions d'années. C'est énorme. Mais en même temps que cette colonne a évolué, le trou occipital donc a changé d'endroit. Il était très en arrière chez l'Australopithèque avec un front fuyant et donc un cerveau frontal complètement absent. Puis chez l'Homo habilis, celui qui commence à fabriquer avec ses mains, eh bien, le trou occipital va commencer à passer dessous et le cerveau frontal commence à s'ouvrir. Chez l'Homo erectus, le volume crânien commence à devenir nettement plus important
Et nous voilà, nous, les sapiens sapiens, et nous voilà avec un trou occipital qui est passé dessous. C'est pas un détail tout ça, parce que ça a mis 3 millions d'années, mais si je regarde en fait dans cette évolution, en même temps que je me mets debout, je libère la main. En libérant la main, je construis l'outil. En construisant l'outil, je crée des rapports. Je rentre dans ce que tu disais très justement, de la représentation de ce monde. Et par toute cette organisation, je vais aussi libérer mes voies en fait aériennes. Ma mâchoire va venir changer de position. Ma langue va venir s'attacher plus bas et je vais avoir un langage articulé qui va faire naître la parole. Autrement dit, cette hominisation, en fait, on voit qu'elle va construire l'outil, mais elle va construire la pensée, et elle va construire cette fameuse représentation sur laquelle nous, dans le soin, on va énormément travailler. Autrement dit, on ne peut pas aborder cet accompagnement psychomoteur sans évoquer la question du ressenti, du vécu et des représentations. Mais maintenant, regardons. Ah ben, nous y sommes. Nous naissons avec une colonne de cynomorphes. Nous naissons avec une seule petite courbure. Et nous avons été 9 mois enveloppés dans cette merveilleuse membrane vivante, chauffante, malléable, en lien avec les émotions de notre mère. Autrement dit, le premier langage qu'on a appris, c'est l'émotion. On s'est structuré physiologiquement et physiquement dans ce bain maternel et paternel, dans ce dialogue émotionnel que l'on a ressenti par notre dos. D'où la recherche, en effet, comme le disait tout à l'heure Aurore, d'aller en arrière chercher cet arrière-plan, puisque cet appui du dos va être l'élément de sécurité majeur de notre petite enfance. Et on va le voir chez des gens âgés. On va le voir qu'ils vont rétropulser et aller chercher l'appui arrière parce que en fait, c'est la sécurité primitive. Donc, cette restauration de l'équilibre va commencer déjà par l'appui arrière du dos. Et puis voilà que nous mettons quand même 3 mois entre toi et 9 mois pour aligner ces 2 volumes que sont la tête et le bassin, tenir notre tête. Et là, petite parenthèse, moi qui bosse en crèche depuis 40 ans, je suis extrêmement inquiète de toute cette anticipation du développement psychomoteur aujourd'hui et de ces tout petits qu'on assoit avant qu'ils ne tiennent assis. D'où tous les troubles qui vont naître derrière dans l'appréhension et l'écriture en particulier, parce que la structuration du mouvement ne s'est pas faite tout seul. Donc, première étape, on tient sa tête et puis surtout, on va aligner son bassin. Donc, en effet, la question de est-ce que je suis assis, est-ce que je suis debout, est-ce que je marche ou est-ce que je cours, c'est très intéressant cette lecture-là. Parce que déjà, tenir assis, c'est le premier équilibre. Et en fait, un enfant, il met 9 mois, 8 mois, si on n'a pas anticipé cette question-là, malheureusement, comme on le voit beaucoup aujourd'hui. Et nous voilà rentrés en maternelle. Maternelle, la marche est acquise, l'alignement des 3 volumes s'est dessiné, la courbure lombaire, ça y est, commence à s'affirmer, mais attention, les courbures définitives de notre colonne vont mettre 10 ans à se structurer. Autrement dit, nous allons rentrer en 6e quand notre dos nous tient. Petite parenthèse, si on rappelait aux enseignants la coordination entre les apprentissages et la maturation, on ne ferait pas les erreurs que l'on voit aujourd'hui, à ne pas respecter les apprentissages dans leur soubassement neurologique et en particulier l'écriture que l'on apprend trop tôt. Donc, si je prends l'équilibre, je vois que pour arriver à cet Homo sapiens sapiens qui aligne ces 3 volumes, il m'a quand même fallu 10 ans pour avoir cette colonne et il m'a fallu 3 millions d'années pour arriver ici. Si je reprends l'étymologie, les amis, le mot vertige et le mot vertèbre ont la même racine qui vient du latin, qui veut dire vertigo et qui veut dire tourner. Autrement dit, on oublie sans cesse, parce qu'on voit la colonne comme une colonne grecque dorique qui s'empile, on oublie complètement que les 9 premiers mois de la vie, en fait,
avant de tenir assis, on se tourne et on se retourne. Donc l'équilibre, ça se construit couché et ça se construit dans le retournement. Sauf que très souvent, on a cette impulsion d'aller vers l'avant et vers le haut. Et si le travail de retournement ne s'est pas fait, eh bien, en effet, on va chercher cet appui arrière puisqu'il n'y a pas de capacité à différencier, et j'emploierais plutôt le mot différencier que dissocier, parce que dans le vivant, les choses ne sont pas dissociées, elles sont toujours associées, mais par contre, elles vont se différencier, c'est-à-dire s'indépendantiser. La tête va pouvoir tourner, mais parce qu'elle est en connexion avec le bassin. Le bassin va pouvoir tourner parce qu'il est en interrelation avec la tête. La sacro-iliaque va pouvoir bouger parce qu'elle est en interrelation avec l'omoplate. Autrement dit, ce qu'on appelle, nous, souvent, pas à tort, une dissociation, est une indépendance des segments, mais qui ont besoin d'être connectés pour se séparer. On va parler donc plutôt de différenciation que de dissociation. Petite parenthèse dans le langage qui est un peu un tac. Donc, si je continue, eh bien, qu'est-ce que je vois chez cet enfant? Je vois que dans un premier temps, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rassemblé autour de son centre. Il était couché sur le dos, si on ne l'a pas assis trop tôt. Et qu'est-ce qu'il fait? Il attrape ses mains, il attrape ses pieds, il roule, il boule. Il est d'abord dans ce mouvement centre-périphérie. Et puis, par ces mouvements-là, il commence à engager des rotations. Et là, les amis, j'ai appris par des psychomotriciennes de Tours qui travaillent en néonat ou avec des tout-petits que les enfants aveugles ne se retournent pas. Les bébés aveugles. Alors là, on y est. On va déjà être dans la préparation de l'équilibre. C'est que ce qui va me faire me retourner, c'est ce qu'il y a autour de moi. Et en effet, Aurore, c'est très juste. Il y a ce regard qui se tourne vers la porte du patient qui rencontre ce psychomotricien, mais il y a aussi les afférences auditives, il y a les afférences visuelles qui vont faire que ce retournement aura lieu ou pas. Mais c'est très, très important parce que tout ce qui va se passer au niveau de la coordination entre la tête et le bassin vont se faire coucher. Et puis, différenciation bassin-tête, et puis voilà qu'on s'extrait du sol. Et en effet, les appuis se mettent en jeu. On repousse le sol, on va utiliser ses extrémités de main et de pied pour alléger le centre et en poussant le sol, on se redresse. Et donc, première verticalisation, on passe assis, on passe à quatre pattes, on passe à genoux et vient la grande organisation qui nous tiennent debout. Et là, qu'est-ce que je constate? C'est que quand je suis debout, toutes ces directions, elles sont reliées. La direction bassin-tête, mais aussi le croisement d'une épaule vers l'autre hanche, de l'autre épaule vers l'autre hanche, et tout ça est organisé vers où? Vers le centre. Alors quand je vais travailler avec quelqu'un qui chute, sa grande question, c'est de rester au sol. C'est de ne pas pouvoir se relever. Mais si je travaille dans un premier temps avec les gens âgés qui chutent, je travaille au sol, eh bien, je vais retrouver ces mêmes mouvements. Et je vais travailler d'abord tous les mouvements d'enrouler, dérouler, tous les mouvements de rassemblement qui vont être complètement liés à la respiration et qui vont du coup le rassembler, l'unifier. Puis, je vais travailler sur les repoussés et là, l'importance du regard pour après utiliser, bien évidemment, j'ai pas assez de force quand je suis âgée, donc je vais utiliser l'appui de l'environnement et du mobilier pour après me mettre debout et m'extraire du sol. Autrement dit, si je regarde ce que je fais à 95 ans quand je suis par terre, comme mon vieux voisin qui est tombé hier et qui est en train de m'appeler parce qu'il veut que j'aille lui mettre de la crème dans le dos vu le gros hématome qu'il a dans son dos. En fait, il n'a pas pu se relever, il est tombé en arrière en enlevant ses bas de contention, il est tombé sur le dos.
Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû attendre que l'autre voisin arrive pour le relever. Donc, vous voyez, l'enjeu de la chute et du déséquilibre, c'est quand même derrière rester chez soi. Rester chez soi, et quand on vieillit, on n'a envie que d'une chose, même si les EHPAD sont bien précieuses pour justement nous permettre de vieillir et d'aller au bout de notre chemin, eh ben, on n'a pas trop envie de quitter sa maison, ses géraniums et son petit chat. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même l'enjeu magistral aujourd'hui de la question de l'équilibre, c'est ça. Donc, si je reprends cette histoire, c'est que, eh ben, voilà comment ça s'est structuré petit, et c'est la même chose. Et donc là, je vous donne aussi un livre donc qui s'appelle Les effets de la gravité sur le développement du bébé, où ce cher monsieur Vasseur exprime très clairement que jusqu'à 3 mois, ben, c'est la tête qui va contrôler l'équilibre. Et que l'enfant, quand il est allongé, c'est toute la relation qu'il va avoir entre sa tête et ses mains et ses pieds, sa tête et ses pieds, tous les mouvements qu'il va faire par le regard, la tête va être le premier référentiel. Puis, si on l'a laissé au sol et si on n'a pas fait cette erreur magistrale que l'on voit malheureusement beaucoup aujourd'hui d'installer les enfants dans les maxi-cosy et compagnie, si on l'a laissé au sol, donc merci les psychomotes, allons sur le terrain pour redire ça aux parents. C'est le bassin qui, entre 6 et 7 mois, va devenir le deuxième référentiel. Les mouvements vont partir du bassin pour aller diriger le regard dans l'espace. Et puis ça y est, station assise acquise, 9-10 mois, c'est le tronc qui devient le troisième référentiel. Le tronc devient l'élément de la stabilité. Et alors là, grande nouvelle, je vais libérer ma main, je vais manipuler tout ce qu'il y a autour de moi. Et du coup, mon seuil attentionnel va augmenter, ma vigilance va commencer à se canaliser. Et là, je vais commencer à structurer ma pensée, des rapports de cause à effet. Et je commence à élaborer des stratégies aussi dans mon jeu. Troisième référentiel, arrive cet équilibre de la marche, puisqu'on est dans ce sujet, et là j'arrive dans, bon, moi j'aime pas parler de moi, mais c'est lui qui les donne, hein, mais on pourrait aller jusqu'à 18 mois, 20 mois, peu importe. En tout cas, ce qui va se passer, c'est que maintenant, ce qui va avoir lieu, c'est la coordination entre le bassin et la tête. Et c'est que maintenant, cette régulation tonique, et en effet, Aurore a raison de parler du tonus, c'est que cette régulation tonique, elle va se faire par l'axialité et elle va mettre en relation la tête et les pieds. Donc, en effet, dans le développement psychomoteur, c'est ça qui nous arrive. Et alors là, merci Monsieur Bertos, 6-7 ans, ça y est, la latéralité est structurée, l'équilibre s'est structuré, la tête, et alors là, les amis, si on pouvait faire passer ça aux institutrices pour qu'elles arrêtent de speeder les gamins à écrire à 4 ans, vous voyez qu'il y a quelque chose qui s'est structuré au niveau du regard, qui s'est structuré au niveau de la tête et qui s'est structuré au niveau de l'équilibre, puisque maintenant, le bassin peut être complètement changé de direction dans l'espace parce que la tête et la relation entre la tête et l'oreille interne sont autonomes. Donc, vous voyez, je fais un peu le lien dans cette intervention avec les deux interventions précédentes, où l'oreille interne et le regard, en fait, ils vont mettre 7 ans à se structurer. Donc, comment voulez-vous qu'aujourd'hui, on ne soit pas en difficulté avec cette angoisse permanente que les enfants ne soient pas assez vite debout, que les gens ne soient pas assez vite debout? Et est-ce que vous voyez combien il est important de travailler allongé, qu'il est important de travailler sur des plateaux Bobat dans des salles de rééducation, que les psychomotes ils aient des sols surélevés? Donc, il faut qu'ils aient une salle pour travailler. Je dis ça pour ceux qui écoutent et qui sont en EHPAD et qui, les pauvres, n'ont même pas une salle pour bosser. Donc, vous voyez comment un plateau Bobat va être extrêmement important parce qu'il va permettre de reprendre tous ces schèmes-là qui vont être à la base de l'équilibre. Donc, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps, mais en tout cas, par rapport au vieillissement, là, ça reprend ce qu'a dit tout à l'heure le docteur Dupré,
et ce qu'a dit tout à l'heure aussi Aurore Julia, l'oreille interne va construire ce référentiel vestibulaire qui va donner ce premier référentiel qui est le référentiel gravitaire. Autrement dit, notre premier câblage, c'est la Terre. Même quand on est dans le ventre de notre mère, notre premier référentiel, c'est l'oreille interne. On sait toujours où est le bas. Comme les plantes que l'on fait pousser dans le noir, elles savent où est le bas. Elles vont raciner vers le bas. Ce référentiel gravitaire, c'est le premier référentiel spatial. Puis on va référencer cette merveilleuse assemblage de sensations que sont les sensations de la peau, la sensation des articulations, la sensation de nos muscles, ce que l'on a appelé les afférences somesthésiques. Et j'adore ce dessin de Vézal qui est un des premiers anatomistes qui montre le système nerveux périphérique. Alors quand on parle d'être câblé, d'être connecté, vous voyez qu'on a une hyper connexion en nous par ce système nerveux périphérique. Donc cette somesthésie, elle va construire ces référentiels que l'on appelle, c'est Paillard qui parle de référentiels égocentrés, c'est-à-dire mon espace intérieur. Et puis, en effet, Aurore, bien sûr, on va structurer cet espace. On va structurer cet espace et la vision, alors là, elle va faire un sacré taf. Elle va faire un sacré taf puisqu'elle va passer de cet espace immédiat que je touche, qui est moi, à cet espace proche que je peux atteindre sans me déplacer, à cet espace lointain que je vois autour de moi. Et en effet, comment dans l'équilibre, je vais d'abord revenir à cet espace immédiat, cet espace proche, pour aller traverser dans cet espace lointain. Et en effet, l'enjeu de la marche, c'est de traverser le vide de l'espace. Mais plus la peau aura été affairentée, d'où l'importance du travail des enveloppements chez les gens qui chutent. Vous savez que les brûlés, les grands brûlés, ils perdent le sens de l'espace parce que c'est la peau qui nous donne le sens de l'espace. Donc vous voyez le taf qu'on a à faire avec les aides-soignantes et avec les infirmières pour qu'elles aillent vraiment envelopper les patients dans les toilettes, pour qu'elles aillent affairenter la peau, pour réveiller le sens de l'espace. Parce que si on était un peu plus touché dans notre société, mais dans le sens de la somesthésie, on aurait moins peur du vide. Donc, ces récepteurs spatiaux, en fait, ils vont avoir besoin de la peau, ils vont avoir besoin du regard, et ils vont donc construire ce troisième référentiel que Paillard appelle le référentiel exocentré, c'est-à-dire l'environnement, mais attention, l'allocentré. Et celui-là, on voit chez les gens âgés avec qui moi je bosse, il y a plein de gens âgés, et notamment les personnes qui souffrent de Parkinson, elles vont tomber parce que ça bouge autour d'eux. Est-ce que vous voyez la différence? Soit c'est moi qui bouge dans l'espace, donc c'est mon référentiel exocentré, soit c'est l'espace qui bouge autour de moi. Et c'est important de savoir, quand vous travaillez avec quelqu'un qui chute, est-ce qu'il chute parce que tout d'un coup, lui, ça tourne, ou il est allé trop vite dans son changement de niveau, ou il a tourné la tête trop vite, ou c'est parce qu'autour, ça bouge. Alors en effet, s'il y a un vertige, ça c'est encore autre chose. Mais moi, je vois des gens qui peuvent tomber parce qu'il y a quelqu'un qui se déplace trop vite autour d'eux. Et donc, ils n'arrivent pas à intégrer les données spatiales parce que leurs référentiels internes ne sont pas structurés. Et donc, on va avoir des gens qui tombent parce qu'autour d'eux, ça bouge trop. Donc, c'est ce que Paillard appelait le référentiel allocentré. Et un danseur, il va travailler là-dessus. C'est-à-dire que le danseur, il va travailler sur son propre espace, mais il va intégrer dans la chorégraphie le déplacement des autres. Et il va savoir où et qui en même temps que là où il est lui. Donc, en effet, Aurore, bien sûr qu'il nous faut aborder la marche par la danse. Parce que du coup, on va aborder l'espace. Et donc, si on aborde la danse et si on aborde l'espace, on va aborder, on va aborder la relation. Et donc, du coup, on va sécuriser la personne parce qu'on va la mettre dans un espace de relation. Et pas uniquement un espace physique, matériel, de murs, de portes, de lits.
On va le mettre dans le monde parce qu'on n'est rien sans ce monde. Donc en fait, c'est pas de moi, hein, c'est les kinés qui parlent de ça et ça me fait très plaisir qu'ils emploient ce mot. Ils vont parler de verticalité subjective. C'est-à-dire que c'est le sujet qui se porte. C'est le sujet qui existe debout dans le monde. Et du coup, dans ce sujet-là, et en effet, je rejoins tout à fait ce qui a été dit par Aurore et aussi le docteur Dupré, c'est comment en fait il va y avoir d'abord de tenir assis, de tenir debout, de tenir son équilibre, mais le deuxième élément, ça va être de se déplacer. Parce que c'est vraiment différencier les deux choses, entre se tenir debout et se déplacer. Bon, je pense que j'ai fait sauter mon compteur. Je pourrais Non, c'est parfait. C'est parfait. Merci beaucoup Geneviève parce que c'est, vraiment, beaucoup enfin voilà, très, très riche, dans un condensé, heu, très clair et rapide donc voilà. Pas de problème avec le compteur. juste Hem, Excuse-moi, juste, Florence, parce que j'avais une suite, mais je vais juste m'arrêter là-dessus parce que ça fait le lien avec Aurore. À mon avis, merci. un élément important, je vais voir si c'est la bonne diapo derrière. Voilà, c'est ça. C'est que je voudrais juste faire le lien avec ce qu'a dit Aurore par rapport à l'équilibre et faire le lien avec l'émotion et la respiration. C'est que dans le travail de l'équilibre, il va y avoir un élément fondamental, c'est la question du diaphragme. Puisque comme vous le voyez dans ce dessin, le diaphragme qui est le muscle, alors je ne sais pas s'il y a la souris, non, on n'a pas de souris avec les zooms. Si on voit le dessin de droite, on voit que dans l'inspiration, la poussée du diaphragme sur les viscères va donc exercer une pression vers le bas. Et on voit dans ce dessin de Kapanji, c'est que si le périnée sur le dessin de gauche maintient une résistance et que le bassin est maintenu dans son alignement avec l'équilibre de la tête, alors à ce moment-là, le diaphragme va nous faire grandir et c'est ce qu'on appelle la chaîne d'autograndissement. C'est-à-dire que la poussée du diaphragme sur les viscères descend par les viscères via le bassin, via les pieds, et la résistance du sol, en fait, va faire que cet appui des pieds dans le sol nous donne cette sensation de nous grandir vers le haut. Sauf que si, et on le voit dans le vieillissement, cette sangle abdominale n'est plus du tout présente, si la respiration n'est pas travaillée, alors ce jeu d'appui entre le diaphragme et les pieds ne fonctionne pas. Et donc, nous, on va énormément travailler sur le lien à la respiration pour travailler l'équilibre. Alors, du coup, à mon avis, elle va avoir double intérêt. C'est qu'elle va à la fois dynamiser la connexion entre le bassin, la cage thoracique, la tête et les pieds, mais elle va aussi réguler le tonus et, comme l'a dit Aurore tout à l'heure, elle va réguler l'émotion. Donc la peur du vide, elle va être levée parce que la respiration va complètement faire ce voyage entre le dedans et le dehors, l'intérieur et l'extérieur, le haut et le bas, l'avant, l'arrière, la droite et la gauche, puisqu'on n'a aucun muscle dans le corps en dehors du diaphragme qui soit un muscle en 3 dimensions. Donc vous voyez que respirer, c'est exister dans les 3 dimensions de l'espace. Bah, superbe conclusion, non Geneviève? Voilà, je m'arrêterai là et je vous remercie. Mais merci beaucoup pour cet exposé et puis de donner voilà, de finir sur cette, conclusion qui ouvre vraiment à cette compréhension, corporelle et psychomotrice du corps. Vraiment, un grand merci de tous ces apports. Je vais relayer du coup une question, de Noémie qui propose en fait, elle dit: «Je me demande si cette, peur du sol est une maladie de civilisation entre guillemets, du fait que nous n'allons plus sur le sol. Savez-vous si nous voyons les mêmes phénomènes dans les tribus des chasseurs-cueilleurs, par exemple?» Voilà, puisque c'était une ouverture que vous avez proposée de réfléchir sur, heu, l'humanité au temps long, on va dire. Pourrait-on faire davantage de prévention en encourageant les gens à faire des activités au sol tout au long de leur vie? Voilà, une de ces propositions. Est-ce que, vous voulez répondre là? Alors moi,
beaucoup voyagé dans le désert et beaucoup en Asie, c'est évident on est trop européano-centré. Je peux vous dire que dans ce rapport au sol, les gens qui vivent sur le sable tout le temps, ils sont tout le temps dans ce rapport au bas et on n'est pas du tout dans les mêmes problématiques. Pareil pour l'Asie. C'est évident, c'est évident. Je n'ai pas été en Papouasie et en Nouvelle-Guinée, mais j'imagine tout à fait que dans ce que l'on appelle à tort des peuples primitifs, ou alors on devrait les dire plutôt premiers au sens racinaire, ils n'ont pas perdu cette relation à la terre. Nous, on l'a complètement perdue. On l'a complètement perdue. Et pour compléter, moi, je vous rejoins complètement, Geneviève, sur l'idée de l'importance de ce sol. Et les patients qui ont chuté, il faut vite les ramener au sol, justement. Donc, voilà, d'une façon ou d'une autre, mais des fois même se laisser glisser, même s'ils n'arrivent pas à y aller tout seuls, se laisser glisser, les amener vraiment, commencer le travail dès le début au sol, c'est primordial, je trouve, dans un suivi. Même quand, alors ça peut être plus compliqué à l'hôpital, mais il faut y aller quand même, quoi. C'est pour ça qu'il faut avoir des plans Bobat, parce que sur un plateau Bobat, on peut travailler tous les mouvements du sol. Et même si on est en hauteur, on les convoque. Et il faut impérativement que les psychomotriciens vous rouspétiez pour avoir des salles et que vous ayez, si vous travaillez en gériatrie ou en neuro ou en rééducation, il vous faut impérativement avoir une salle à vous pour avoir un espace intime, mais il vous faut avoir un sol surélevé qui s'appelle un plateau Bobat. Les kinés avant utilisaient beaucoup ça. Malheureusement, pas toujours, ça dépend des endroits, hein, mais moi je vois des services de rééducation où les plateaux Bobat servent à ranger les coussins. C'est fou. Oui, merci de nous rappeler à cette réalité très, tout à fait de nos conditions de travail et des conditions très concrètes auxquelles on se confronte pour, Agir. réussir pour agir et pour réussir à, être dans le métier, et à activer du coup, les ressorts qu'on peut proposer et aux patients, enfin aux personnes qu'on accompagne. Mais ça, là, c'est vraiment un très vaste sujet. Je vais, me retenir de l'ouvrir en fait, ce sujet-là, je veux dire, parce que, effectivement, on est quand même au contact de collègues qui, luttent, au quotidien pour, juste pour pouvoir, honorer le service qu'ils veulent rendre, aux personnes en fait, hein, tout simplement. Il s'agit absolument pas de revendications qui ont des aspects personnels, hein. Il s'agit vraiment de se donner les conditions matérielles, nécessaires et au travail, hein. Hem, alors du coup, il y a un message qui arrive en même temps, donc je vais le lire, le découvrir, en même temps que vous. On se laisse encore, quelques minutes. Effectivement, on s'était donné un horaire jusqu'à 19h15. On va se laisser encore, quelques minutes, avant de finir cette soirée, enfin le début de soirée plutôt. Un grand merci de Marseille pour vos présentations. Nous montons bientôt des ateliers de prévention de chute. Nous proposons en plus souvent des situations au sol en yoga thérapie et j'utilise la respiration dans chacune de mes séances. C'est rassurant de vous entendre. Voilà, donc ça redonne un petit peu de peut-être de feu, de aussi, de pouvoir partager cette présentation ensemble et de pouvoir, voilà, de mettre en commun, synthétiser, ré mmh, se réactualiser quelque part, nos connaissances quand même parce qu'au quotidien, on a besoin de revenir sur, les éléments de la présentation, de Mathieu qui effectivement, nous rappelait à, tout le fonctionnement de l'appareil neurologique et ses tenants et c'est essentiel qu'on puisse, manipuler ça aisément, dans notre compréhension des choses et aussi surtout, de développer, la prévention et le dépistage précoce et puis de proposer une, on va dire une forme de construction réflexive sur nos pratiques et nos champs d'activité parce que c'est ce que vous nous avez proposé et merci beaucoup. Mmh. On a encore des remerciements qui arrivent. Merci de vos interventions et de leur richesse. Je trouve intéressant de corréler les différents diaphragmes pour la marche. Oui, c'est vrai qu'on aimerait vraiment pouvoir,
développer ce champ de connaissances et éventuellement faire des recherches aussi, hein, sur l'ensemble de ces aspects respiratoires qui sont toujours extrêmement liés, extrêmement intriqués au rapport aux émotions. Et c'est vrai que moi, je pense qu'il y a un champ d'exploration à poser, en fait, sur le lien entre respiration, émotion et du coup, engagement psychomoteur. Hein. Mmh. Est-ce que d'autres personnes veulent, alors bon, une question pour le replay, oui. C'est une question, technique. Oui, merci de nous rejoindre et oui, on mettra en ligne le replay, comme le replay de l'année dernière, accessible en ligne, gratuitement, juste avec un portail pour que vous puissiez vous identifier. Et merci beaucoup, ben, à tous de vous suivre et de vos réactions parce que c'est vrai que, bah, on se sent voilà, c'est important que vous soyez là aussi, hein. Vous êtes une cinquantaine et pour nous, pour cet événement, mais aussi voilà, pour l'attention que vous apportez à tout ce travail, on vous remercie beaucoup. Est-ce que parmi vous 3, quelqu'un veut apporter un élément de commentaire ou une remarque éventuellement avant qu'on clôture? Moi, je voulais juste revenir sur, peut-être, enfin, sur ce qu'a dit tout à l'heure Aurore, sur le regard vers le bas, en fait. En effet, on constate beaucoup bon, Amy Pickler, qui est vraiment les psychomotes qui écoutent, mais pas que les psychomotes. Il faut vraiment que vous lisiez les travaux d'Amy Pickler. C'est une pédiatre de ouf qui avait vraiment, dans les années 50, trouvé une lecture du développement psychomoteur extraordinaire. Elle elle parlait beaucoup d'agrippement visuel. En Mmh. fait, on peut remarquer aussi chez des gens et tout à l'heure le docteur Dupré en a parlé, bon, j'aurais bien aimé encore discuter avec lui sur la question de la stabilisation et de l'accrochage visuel. Moi, je sais qu'avec les gens qui chutent, on travaille beaucoup sur qu'est-ce qu'ils regardent en fait dans l'espace, à quelle hauteur ils regardent. Est-ce qu'ils peuvent se déplacer en stabilisant leur regard sur quelque chose? Est-ce qu'ils peuvent changer de point, créer en fait, comme dans la danse, en fait, un balayage d'un point à un autre? Qu'il faut savoir, c'est que dès qu'ils n'ont pas de regard, en fait, parce qu'il n'y a pas d'espace, et du coup, les yeux regardent le sol, ça veut dire qu'ils s'abstraient de l'espace. Et donc, au fond, c'est ce qu'on appelle un agrippement visuel, et ils désinvestissent l'exploration du monde extérieur, de regarder la branche de cerisier par la fenêtre, de regarder la poignée de cette porte, de regarder, vous voyez, en effet, le psychomotricien qui rentre vers lui, il désafférente cette perception du monde environnant en se refermant sur un regard vers la terre, c'est-à-dire il se coupe de l'espace. C'est donc une forme d'agrippement visuel, quoi. Mais ça va avec la peur du vide. Donc, une des premières choses à faire va être d'aller chercher qu'est-ce que je vois, quoi, vers où je vais. Parce qu'un enfant, il se déplace jamais pour rien. Un gamin, quand il va quelque part, c'est qu'il va chercher quelque chose. Mais vous verrez pas un gamin se déplacer pour se déplacer. Il a toujours un but, le gamin. Il va chercher cet objet dans l'espace. Autrement dit, le déplacement, il est toujours motivé par un désir. Mais quelle ineptie de faire marcher quelqu'un sans but. Vous voyez, c'est Mmh. fou. C'est pour ça que les centres de rééducation, il faudrait qu'ils soient mais hyper habités de stimulation vivante, joyeuse, de choses qui me donnent envie d'aller vers ça. Mais quand j'ai une porte blanche avec des gens habillés en blanc et que je suis en pyjama blanc, vous imaginez comment j'ai pas envie d'aller marcher, quoi. Est-ce que vous voyez comment, en fait, si on réfléchit, on ne crée pas un contexte qui donne envie d'aller vers. Donc, il y a vraiment tout un travail à faire sur l'espace du psychomotricien, qu'il ait une bonne salle, c'est sûr, mais que les endroits où on soigne les gens soient attractifs. Mmh. Surtout quand ils sont fragiles, vous imaginez, vous avez 40 ans, vous avez un AVC, vous imaginez le choc, vous êtes chef d'entreprise, vous ne pouvez pas tenir assis. Que tu disais tout à l'heure, Aurore. En effet, il va falloir retrouver du jus pour sortir du lit. Mmh.
En effet. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose dans cet environnement. Et donc, c'est le contexte qui va nous soigner. Et en effet, je vais marcher parce que je vais aller vers ça. Donc, le désir, le désir, le désir. Oui, merci beaucoup. Je viendrai introduire les éléments très, on va dire, empiriques hein, de nos exercices professionnels, c'est-à-dire regarder quelque chose un peu comme le bon sens, c'est-à-dire qu'effectivement, ben, il, il va falloir se lever enfin, va falloir avoir un but pour se lever en fait, pour tout à chacun. Donc voilà. Et je trouve que de revenir à ce côté très empirique, très, très concret des choses, c'est quand même une façon de revenir dans quelque chose heu, de la relation et du vivant, en fait, de la réalité. Heu, Mathieu, vous voulez répondre, enfin, vous voulez prendre la parole par rapport à cette question sur le qu'est-ce qu'on regarde, comment on ouvre son regard et comment fonctionnellement c'est en place ou pas? Bien entendu, si vous voulez. Alors moi, j'ai le point de vue médical et non rééducateur que vous développez très bien. Du point de vue médical, effectivement, la question du regard, on la comprend relativement bien. On a dit qu'il y avait trois grands systèmes qui contrôlaient l'équilibre, la proprioception, le vestibulaire et le central, le cérébelleux. Tous ont une action sur la fixation du regard et effectivement, avec l'âge, ces trois systèmes défaillent. Il y a souvent une petite neuropathie, une vestibulie et le système central va un peu moins bien et de mettre en jeu toutes les ressources que l'on a et ça passe par le regard, par la fixation, de prendre en compte tout son environnement, ça se conçoit que c'est un levier essentiel dans la rééducation des patients chuteurs. Bon, écoutez, on peut se dire que respiration et regard sont un peu nos fondements, on va dire, pour construire l'accès à l'espace. En fait. Enfin, pas l'accès à l'espace au sens, mais en tout cas d'investir, de rentrer dans l'espace autour de soi et du coup de pouvoir se mettre à se déplacer et réengager des relations sociales. Et comme l'a dit Aurore aussi, regarder et être regardé. Parce qu'on voit que l'enfant, moi je reviens toujours à ce dialogue-là. Aujourd'hui, je bossais avec une équipe de soins palliatifs, mais la présence de cet professionnel qui est présent à moi-même, son regard qui est porté sur moi, va me soutenir dans cette difficulté. Et en effet, regarder en effet l'espace, mais être regardé par ce soignant qui porte un regard comment dire? Attentif, et c'est là que cette attention partagée va être thérapeutique aussi. Donc regarder et être regardé dans mes potentialités aussi, ouais. Oui, tout à fait. La façon dont on va investir les choses, dont on va, nous-mêmes, Mmh. dans un premier temps, ouvrir notre regard, ouvrir, notre champ autour de nous et pouvoir à la fois voir la personne, mais aussi voir quelque part, c'est vraiment on en revient à cette idée du sujet dans son environnement écologique, c'est-à-dire voir la personne où est-ce qu'elle est à cet endroit-là, quoi. Effectivement, Aurore, vous avez présenté, je rentre dans une chambre et voilà, comment je construis enfin, qu'est-ce qui se passe dans cette rencontre et finalement, qu'est-ce que j'en vois? Comment j'accueille les choses et comment je construis, moi-même l'espace de la relation à partir du moment où j'ai observé, j'ai vu et je me suis rendue disponible et aussi, on peut aussi parler de cette façon dont on peut aussi parfois s'accorder au niveau de la respiration avec la personne avec laquelle on va se mettre en situation de travail. On s'approche et là, on va trouver tout un ensemble de petits paramètres intérieurs qui vont nous mettre, en situation de travail psychomoteur auprès du patient avec tout nous-mêmes notre outil. Oui, tout à fait. Bon, écoutez, on a beaucoup de travail. C'est Est-ce que vous avez encore, est-ce que vous voulez, ajouter quelque chose ou, peut-être qu'on peut, clôturer là pour aujourd'hui? C'est vrai qu'on échangerait pendant des heures et des heures, mais je pense que peut-être qu'il faut s'arrêter aussi un peu là, en début de soirée. Un immense merci vraiment à tous les 3 pour, voilà, votre, participation, pour, votre disponibilité et puis, d'avoir, rendu les choses,
aussi claire et intelligente pour nous, parce que c'est toujours important et agréable d'avoir ces échanges-là. Et finalement, à l'ère du numérique et des écrans, et ben, on a des interactions qu'on aurait peut-être moins eues ou moins facilement avant, et ça, c'est au moins, on peut profiter de ça. Voilà. Oui, tout Heu, écoutez, on peut se donner rendez-vous pour d'autres événements, hein, donc il y a les ateliers du CAMI que vous pouvez retrouver, où vous pouvez retrouver le travail de Geneviève. Je vous invite tous à suivre, eh bien la parution ou la mise en place du congrès des journées annuelles de psychomotricité qui auront lieu les 16, 17 et 18 octobre 2025, à Nancy, sur la thématique de l'espace justement, corps et espace. Il y a encore, quelques jours pour pouvoir, faire une proposition de communication si vous le souhaitez. On serait ravis de les recevoir, et puis on sera ravis de tous vous retrouver à ce congrès pour, échanger sur ces notions, corps et espace, et ça va s'annoncer vraiment, très très enrichissant. Voilà, merci vraiment à tous les 3 pour votre disponibilité, et je crois que c'était un moment très très agréable pour nous tous, et on repart un peu avec, le feu. Voilà, merci, merci à toi aussi. allez, allez, on se dit bonsoir, à bientôt. Merci.